Durant l'histoire humaine, deux changements majeurs sont survenus dans les habitudes alimentaires. Le premier concerne le passage du paléolithique au néolithique et beaucoup plus près de nous, la révolution industrielle au XXe siècle dans l'alimentation et dans le commerce alimentaire. Durant l'époque paléolithique, qui s'étale sur des millions d'années, les habitudes alimentaires étaient essentiellement fondées sur la chasse et la cueillette. Et cela ressort des images magnifiques rupestres qui sont observées dans de nombreuses grottes autour de la planète, comme vous le voyez ici. Puis vient l'âge néolithique avec l'émergence de l'agriculture et de la sédentarité. Durant cette période et pendant plusieurs siècles, l'alimentation ne fut guère modifiée car l'agriculture et les habitudes alimentaires ont eu un cours assez lent. Puis vint enfin la dernière période, la période industrielle, au cours de laquelle on assista à une modification complète de l'agriculture et des changements alimentaires, du commerce, aboutissant à ce que l'on appelle l'occidentalisation de l'alimentation et qui va justement entraîner les pathologies dont nous allons parler. Nous rappellerons que les maladies cardiovasculaires sont, avec le cancer, la première cause de mortalité dans les pays industrialisés. Les différences de prévalence de ces maladies cardiovasculaires sont essentiellement fonction de facteurs environnementaux beaucoup plus que de différences génétiques, mais le fait important, c'est l'accroissement spectaculaire de ces maladies cardiovasculaires dans les pays en voie de développement. De nombreuses études épidémiologiques ont analysé les facteurs de risque. Ici, je vous en présente une qui est très connue, l'étude Interheart, et qui a mis en évidence les facteurs de risque qui figurent sur la diapositive suivante. Dans laquelle vous voyez que 5 facteurs ont un rôle déterminant: le tabagisme, l'obésité essentiellement viscérale, le diabète, l'hypertension et l'augmentation du cholestérol, essentiellement le rapport ApoB sur ApoA. Et ces facteurs de risque, on peut le dire, sont associés avec 80% des maladies cardiovasculaires. Mais les habitudes alimentaires jouent un rôle majeur dans les 4 dernières, c'est-à-dire l'obésité, le diabète, l'hypertension et l'hypercholestérolémie. Il faut dire que dans la plupart des cas, les facteurs de risque cardiovasculaires ne sont pas isolés, mais sont associés, ce qui fait que lorsqu'ils sont associés, le risque augmente très significativement, comme vous le voyez sur cette diapositive, et cela doit être pris en compte lorsqu'on analyse ces données. L'incidence des maladies cardiovasculaires et de leurs facteurs de risque dans les contrées industrialisées durant le dernier siècle ont nettement augmenté dans la première moitié du XXe siècle. Nous avons déjà dit qu'elles sont la première cause de mortalité, mais actuellement, elles semblent diminuer dans ces mêmes contrées industrialisées, probablement à la suite des progrès considérables faits dans la pharmacologie et surtout dans la cardiologie interventionnelle. Les facteurs de risque présentent deux évolutions opposées. On assiste à une diminution de l'hypertension et de l'hypercholestérolémie, probablement pour les mêmes raisons, progrès pharmacologique, progrès de la cardiologie interventionnelle. Par contre, on observe une augmentation significative de l'obésité, du diabète de type 2, et très probablement parce que ces facteurs sont dépendants de considérations hygiéno-diététiques bien souvent mal suivies par nos contemporains. Au contraire, dans les pays en voie de développement, il y a une augmentation vraiment significative et extrêmement importante des maladies cardiovasculaires et de leurs facteurs de risque. Voici un exemple, le diabète.
vous voyez ici en colonne noire la prévision de la prévalence du diabète en 2030, et vous observez que ce sont les pays en voie de développement chez lesquels cette prévalence va augmenter considérablement, beaucoup plus que dans les pays occidentalisés. Quels sont les facteurs qui interviennent dans cette croissance rapide des facteurs de risque cardiovasculaires dans les maladies en voie de développement? Bien sûr, des facteurs ethniques. Il y a quelques exemples. Par exemple, les îles du Pacifique. Et on a mis en évidence, ici même aux Indes, que la minceur était souvent associée à l'obésité abdominale qui constituait un facteur de risque. Les Africains sont plus portés à l'hypertension. Mais ce sont les facteurs environnementaux qui, là encore, jouent un rôle majeur, le tabagisme, la sédentarité, les anomalies, les mauvaises habitudes alimentaires. Et ces mauvaises habitudes alimentaires observées dans ces pays portent le nom de transition nutritionnelle. Enfin, bien sûr, l'augmentation de la durée de vie est un facteur dont il faut tenir compte. Que signifie la transition nutritionnelle? Ce terme a été créé par Popkins et il correspond à ce que les progrès dans l'industrialisation de l'alimentation, progrès apparents, ont entraîné une modification significative des habitudes alimentaires, les populations abandonnant une alimentation de type rural pour aller vers une alimentation de type urbain occidental. Ce phénomène avait été observé dans les nations occidentalisées il y a déjà assez longtemps, il y a environ une centaine d'années, mais par contre, il se développe très rapidement dans les pays en voie de développement pour les mêmes raisons que celles qui avaient été observées dans les pays en voie de développement. Quels sont les facteurs qui sont impliqués dans la transition nutritionnelle? Bien là, il y a un phénomène complexe dans lequel interfèrent des facteurs génétiques, des changements dans, je l'ai déjà dit, dans l'industrialisation de l'agriculture, dans l'industrie alimentaire et dans des facteurs socio-économiques. Et lorsqu'on analyse quels sont les éléments les plus responsables, les facteurs les plus en cause, l'urbanisation est certainement le facteur majeur qui est responsable de ce changement. Bien sûr, il y a également l'augmentation du niveau de vie, des revenus, tout au moins pour les classes moyennes, et curieusement, tout à fait à l'opposé, la pauvreté. J'y reviendrai, la pauvreté, la précarité, qui est un facteur majeur de changement de ces habitudes alimentaires. Il y a l'absence d'éducation nutritionnelle, et puis, il faut le dire, la publicité abusive pour des aliments bon marché destinés à des classes pauvres, mais qui ont une très mauvaise qualité nutritionnelle. Voici une figure qui oppose, vous le voyez, l'habitat rural au développement explosif des grandes cités urbaines en Asie ou en Afrique. Voici une plaque dans laquelle vous avez les facteurs qui, dans l'urbanisation, sont responsables de tous les troubles métaboliques, l'hypertension, le diabète, l'obésité abdominale, etc. Et vous avez en bleu quels sont ces facteurs: la modification des habitudes alimentaires, le relâchement du lien familial, la sédentarité et l'augmentation de la durée de vie. La pauvreté, je vous l'ai dit, la pauvreté est un élément très important. J'ai eu l'occasion d'étudier cela sur une assez large étude faite à Montpellier. Certes, on n'était pas dans un pays en voie de développement, mais il faut savoir que même en France, le problème de la précarité occupe une place très importante. Effectivement, dans les pays les plus pauvres, il était habituel de s'occuper plutôt de la sous-nutrition, de la famine, que de ces modifications métaboliques. Mais ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de sujets pauvres vivant dans des zones rurales ont migré vers des zones urbaines en ayant quelques revenus supplémentaires, mais aussi des frais supplémentaires, et se sont retournés vers une alimentation apparemment facile qu'ils obtiennent dans les supermarchés, etc., mais qui, du fait de leurs moyens économiques limités, est particulièrement de mauvaise qualité, avec une diminution de la consommation
de fruits, de produits laitiers, de poissons, de végétaux, trop riches en graisse et sel et sucre raffiné, un abus souvent d'alcool, un excès de boissons sucrées, et je voudrais beaucoup insister sur le danger des boissons sucrées, tout cela entraînant des déficits en vitamines et en micronutriments. Donc, la pauvreté, la précarité est un facteur qu'il faut retenir. Mais lorsqu'on analyse bien la situation dans ces pays, on s'aperçoit, comme je vous l'ai dit, qu'il y a une explosion de ces maladies métaboliques, diabète, obésité abdominale, hypertension, etc., et que cette explosion n'est peut-être pas expliquée seulement par le changement des habitudes alimentaires chez les jeunes ou les adultes. Et c'est là qu'intervient une autre hypothèse qui a été avancée, à savoir qu'il y a une modification de la programmation fœtale due à la malnutrition chez les mères porteuses d'un enfant. Cette hypothèse a été renforcée par plusieurs observations dans lesquelles on a vu que les descendants de mères ayant vécu des épisodes de famine présentaient de façon majoritaire un excès d'hypertension, de diabète, etc. et d'obésité. Et cette hypothèse est donc renforcée par ces observations épidémiologiques. Alors, quelle est l'explication? Eh bien, l'explication, je vous la résume ici, car le temps qui m'est imparti ne me permet pas de développer beaucoup et dans le détail ces aspects, c'est que vous savez que de nombreux gènes sont impliqués dans le développement des organes fœtaux, que leur activité dépend de la méthylation ou de processus d'acétylation, en particulier des histones, au début de la vie fœtale. Et il y a une relation étroite entre la malnutrition maternelle et le défaut, les anomalies dans ces processus de méthylation. Et cela va donc entraîner des enfants qui représenteront une fragilité pancréatique en particulier et rénale. Et ces enfants, lorsqu'ils seront soumis à une alimentation plus riche, développeront rapidement soit diabète, soit obésité. Et cela explique non seulement le fait que ces maladies sont très fréquentes et de plus en plus fréquentes dans les pays en voie de développement, mais qu'elles affectent aussi les enfants et les sujets de plus en plus jeunes. Alors, le problème, me direz-vous, tout cela est bien joli, vous nous avez donc expliqué qu'il y avait une augmentation significative des facteurs de risque cardiovasculaires dans les pays en voie de développement, qu'une des explications était la transition nutritionnelle, je pense avoir été clair là-dessus, et qu'il y a aussi ce problème de la programmation fœtale, qui est peut-être une explication très intéressante. Mais me direz-vous, tout cela est bien joli, mais que peut-on faire? Que peut-on faire pour prévenir ces facteurs de risque cardiovasculaires dans les pays en voie de développement? Eh bien, il y a quelques, je dirais, principes simples que l'on peut appliquer. C'est lutter contre les boissons sucrées. Ces boissons sucrées qui, vous le savez, sont l'objet d'une publicité abusive, excessive, et qui ont une grande responsabilité dans le développement de l'obésité, du diabète, etc. Et l'excès d'alcool aussi. Réduire l'apport de sel, c'est un des meilleurs moyens de diminuer la prévalence de l'hypertension. Réduire l'apport de matières grasses, en particulier les matières grasses saturées, et surtout celles qui sont riches en acides gras trans. Choisir plutôt des corps gras poly ou monoinsaturés. Enfin, recommander la consommation de légumes, de grains, de riz ou de pain complet, de fruits, de noisettes, de poissons et des produits laitiers diminués en matière grasse et éviter à tout prix l'alimentation industrielle. Me direz-vous, tout cela est très bien, nous le savons déjà peut-être, mais il y a de nombreux obstacles à la mise en œuvre de cette politique. Tout d'abord, la progression de l'urbanisation. Je vous ai dit que l'urbanisation était le facteur majeur, un facteur capital, responsable de ces pathologies dans les pays industrialisés. Or, comment arrêter l'urbanisation quand la pauvreté, la famine parfois, conduit de nombreux ruraux à migrer vers les zones urbaines?
Deuxièmement, l'augmentation du niveau de vie. Ça ne joue pas pour les pauvres, mais ça joue pour les classes moyennes, qui vont donc avoir une alimentation plus riche, etc., et qui sont très contents de cette situation, et qui sont peu réceptifs aux conseils diététiques qu'on leur donne. De la même manière, la persistance des anomalies nutritionnelles alimentaires chez les mères, qui, vous le voyez, est peut-être responsable d'une programmation fétale déficiente. La perte des habitudes alimentaires, en particulier de la cuisine à la maison. Le manque d'implication dans ce problème des médias. En effet, les médias et la télévision, Internet peuvent jouer un rôle majeur dans la prévention, mais ce n'est pas toujours fait. En ce qui concerne les organisations publiques, internationales, les politiques, eh bien, il faut dire que pour ces gens-là, il est beaucoup plus politique, entre guillemets, beaucoup plus porteur de mener la lutte contre la famine et contre les insuffisances alimentaires majeures, en particulier chez les enfants, que de prendre une politique de lutte contre l'obésité, qui c'est certainement moins porteur au point de vue auprès du public. Et enfin, je dirais, les différences d'intérêt entre l'intérêt santé, dont je viens de vous exposer l'importance, et les intérêts économiques de l'industrie alimentaire qui fournit, disons, très facilement des aliments à bas prix, certes, mais de mauvaise qualité nutritionnelle. Et enfin, la progression démographique. La progression démographique, si vous y réfléchissez, est un facteur également très important dans ces phénomènes pathologiques. Alors, que peut-on faire? Eh bien, il faut dire que les médecins ont certes un rôle à jouer, mais ce problème est beaucoup plus socio-économique que médical. En effet, si l'on veut agir de façon efficace, et il faut le dire à moyen ou long terme, pour prévenir ces problèmes, il faut agir d'abord au niveau de l'éducation alimentaire, de l'éducation à la santé, des femmes surtout, les femmes ont un rôle majeur dans ces pays en voie de développement, des enfants et des groupes à risque. Il faut impliquer les médias et faire des campagnes d'information. Il faut agir sur l'industrie alimentaire, sur l'agriculture également, et sur le commerce alimentaire, au niveau en particulier des supermarchés. Il faut agir également contre la pauvreté. C'est plus difficile à faire, plus facile à dire qu'à faire. Mais vous l'avez vu, la pauvreté est un élément également capital. Et enfin, il faut faire une politique pour augmenter la qualité, le rapport qualité-prix des aliments. Et puis, il faut s'occuper des femmes enceintes, il faut impliquer là les gynécologues obstétriciens, il faut impliquer les sages-femmes, il faut impliquer toutes les personnes qui s'occupent des problèmes de grossesse. Bien entendu, il faut parallèlement lutter contre le tabagisme, et je voudrais souligner ce point capital de lutte contre le tabagisme, et recommander les activités physiques, limiter la pression démographique et la pression urbaine. Alors, me direz-vous, tout cela est très bien, vous parlez d'or, mais est-ce qu'il y a des expériences qui ont montré une efficacité de ce que vous proposez? Eh bien oui, il y a des résultats qui ont été faits, je ne peux pas vous les développer. Il y a plusieurs études qui ont montré que par des règles hygiéno-diététiques, on pouvait prévenir l'apparition du diabète de type 2 chez des sujets prédiabétiques. Je ne peux pas ici vous donner le détail. De même, réduction de l'hypertension, en particulier des études faites à l'île Maurice, faites en Finlande, aux États-Unis. Réduction de l'hypercholestérolémie, je cite l'exemple de l'île Maurice où a été remplacée l'huile de palme par une huile monoinsaturée. Et puis d'autres en Finlande, aux États-Unis. Et enfin, la diète méditerranéenne, dont on parle beaucoup, a permis de réduire dans certaines études la survenue d'événements cardiovasculaires dans 30% des cas. Voici ici un triangle qui vous donne la composition de la diète méditerranéenne. Je n'ai pas le temps de détailler le contenu de cet élément, mais cette diète méditerranéenne privilégie une alimentation riche en fibres, en laitage,
en poissons et pauvres, au contraire, en acides gras saturés. Une étude a été, je vous présente cette étude qui a été faite au Danemark et qui a comparé la survie de deux populations, l'une en rouge soumise à la diète méditerranéenne, l'autre en bleu qui ne bénéficiait pas de cette diète. Et elle démontre que le degré de survie a été très nettement amélioré par la diète méditerranéenne. Je vais maintenant conclure et donner l'essentiel du message que je voudrais vous apporter. Premièrement, les pays en voie de développement connaissent une transition épidémiologique accélérée qui est semblable à celle qu'ont connue les pays occidentalisés et industrialisés. La rapidité avec laquelle se développent les maladies coronariennes, les accidents cérébraux, apparaît la conséquence de facteurs de risque bien connus, incluant le tabagisme, et j'y reviens, la réduction de l'activité physique, l'obésité, surtout l'obésité abdominale viscérale, le diabète, l'hypertension et l'excès de cholestérol. Et ces facteurs de risque, pour la plupart, sont liés à des modifications des habitudes alimentaires apparues dans ces populations où vous observez un déséquilibre entre la consommation d'aliments de basse qualité, mais très riches en calories, et qui n'ont pas de très bonne qualité nutritionnelle, et le manque d'exercice. Et c'est cela que l'on appelle la transition nutritionnelle. Troisièmement, la nutrition transitionnelle dépend majoritairement de facteurs socio-économiques, et j'y reviens, principalement l'urbanisation galopante que l'on observe dans ces pays, qui conduit à une vie beaucoup plus sédentaire, un excès dans l'alimentation de sel, de gras, de sucre raffiné, avec au contraire une pauvreté dans les repas de légumes, de grains entiers, de fibres, de vitamines et de micronutriments. Et les sujets en état de précarité sont principalement affectés par ce problème. Enfin, il ne faut pas oublier les modifications métaboliques dépendant de changements dans la programmation fœtale due à la malnutrition maternelle. Et ce qui est important, c'est que ces modifications, que l'on dit encore épigénétiques, se transmettent de génération en génération. Et ce fait est très important parce que ça peut expliquer la rapidité, l'accélération du processus dans les populations concernées. D'autre part, il y a un problème économique qu'il ne faut pas oublier. C'est que les pays en voie de développement étaient surtout affectés par les maladies infectieuses. Tous ceux qui connaissent ce problème le savent. Mais il y a actuellement un glissement des pathologies infectieuses qui se réduisent grâce au traitement pharmacologique vers la montée en puissance des maladies métaboliques. Or, ces maladies métaboliques coûtent extrêmement cher, surtout à cause de leurs complications. Je vous fais référence, par exemple, à l'hypertension ou au diabète. Et de nombreux États en voie de développement ont des budgets de santé qui seront incapables de supporter le prix de ces affections. D'autre part, la prévention est essentielle. C'est très difficile, car la prévention suppose l'implication de toutes les forces actives d'un pays, qu'il s'agisse des politiques, qu'il s'agisse des médias, qu'il s'agisse de la publicité, qu'il s'agisse du commerce des aliments, de l'agriculture, etc., etc. Et vous voyez que seul un effort collectif et coordonné peut permettre d'espérer un résultat. Et donc, il faut une association des efforts de très nombreuses forces pour pouvoir espérer avoir un résultat. Cela est capital pour les pays en voie de développement, car comme je vous le disais, si ces pays-là n'arrivent pas à lutter contre ces problèmes métaboliques qui coûtent extrêmement cher, eh bien, des catastrophes sont à craindre pour le futur. Je vous remercie de votre attention.